Allez les mangeurs de livres, on recommence comme la semaine dernière, plusieurs podcasts à la suite, vu que j'en fais pas suffisamment et que parfois il y a une nuit comme ça où j'ai un peu de temps. Alors, après les mémoires de Zeus de Maurice Druon, je vais vous parler d'un auteur que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Il s'agit de Philippe Joseph Farmer. Alors, pour ceux qui ont écouté les conseils estivaux, en été donc, j'avais parlé d'un cycle qui s'appelle Le Monde du Fleuve, qui est écrit par Farmer. Et je vous avais dit tout le bien que j'en pense, et je vous avais fortement conseillé de le lire. Et ben Farmer, il a aussi écrit un autre cycle, celui d'Opar. Et aujourd'hui, je vais vous parler du cycle d'Opar. Parce que le monde du fleuve, il faut que je fasse un podcast dessus, mais pas la nuit. Il faut que je fasse un podcast sérieux qui dure un peu plus longtemps. Non pas que celui-là soit pas sérieux, mais il est vraiment dense. Et comme je vous l'avais dit dans les conseils estivaux, pour moi, il est au même rang que Dune, par exemple, ou Hyperion d'ailleurs. Albin Michel, ils ont fait que trois coffrets, genre des grands de la SF, et c'est Dune, Hyperion et Le Monde du Fleuve. Donc, encore une fois, même si on n'est plus en été, je vous fais un conseil automnal pour ceux qui se posent la question, qui ne sont pas des habitués de la SF et qui ont envie de lire les plus grands textes de la SF. Bah, lisez Dune déjà. Faites pas attention aux séries ou aux films. Lisez Dune, vraiment. Et pas les préquels ou les séquels écrits par le fils de Frank Herbert, le cycle principal de Dune. Lisez Hyperion et lisez Le Monde du Fleuve. Ce sont trois univers livres qui sont quasiment inégalés. Franchement, comme je l'ai dit aussi quand je parlais du problème à trois corps de Liu Cixin, c'est peut-être lui, là, Cixin, qui est arrivé au niveau de ces mecs-là aujourd'hui. Et peut-être Peter F. Hamilton, là, il avait écrit un cycle Rupture dans le réel, je crois. Malheureusement, j'ai pas encore été au bout, donc je peux pas affirmer à 100% qu'ils soient au même niveau. Mais sinon, on va dire ces quatre grands auteurs là. Si vous lisez ça, vous aurez lu les meilleurs textes de SF de tous les temps. Donc revenons au part et à notre ami Farmer. Farmer, il a une place particulière dans la SF parce que c'est un iconoclaste. Et en plus, il a fait partie vraiment des grands et dans ce que j'appelle à chaque fois, pour moi, le vrai âge d'or de la SF, ceux qui sont venus un peu avant l'âge d'or, justement. C'est un mec qui est né en 1918 et qui est mort en 2009. Donc, comme souvent chez les auteurs de SF américains, une longévité exceptionnelle et qui a écrit toute sa vie. Et donc, qu'est-ce qui a fait que Farmer a eu une place particulière dans la SF américaine? Déjà, il a été connu dans le monde de la science-fiction américaine à ses débuts, parce qu'il a été le premier à écrire une nouvelle érotique dans la SF qui s'appelle Les Amants étrangers, qui ensuite est devenu un roman. Et pendant longtemps, quand on présentait Philippe Joseph Farmer, on disait oui, voilà, c'est le premier auteur qui a écrit une nouvelle, un texte érotique de SF, ta 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 ta. Et bon, d'un côté, ça l'a un peu desservi parce que avoir ce genre d'étiquette, c'est dommage quand on a un grand auteur et qu'on a écrit des grands textes. Et justement. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a aussi distingué? C'est que, en gros, il fait partie de la deuxième génération. Il est né en 1918 et donc il a lu ses prédécesseurs pardon, notamment le plus grand d'entre tous. Mon préféré avec Howard, c'est Edgar Rice Burroughs. Et souvent, quand je vous parle d'auteurs de SF, là, le dénominateur commun, c'est que souvent, ils ont été influencés, ils se sont inspirés de Burroughs. Et notamment de son cycle de Mars et de John Carter. Et Burroughs, donc, à part Mars, il a écrit bien sûr Tarzan. Alors encore une fois, tout à l'heure, là, en préambule, je vous ai parlé des grands cycles, là, de Dune, etc. Entre guillemets, c'est de la SF sérieuse, enfin, comme je disais, des univers mondes, des univers livres, pardon.
Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des grands textes de SF, mais d'un autre genre. Par exemple, Burroughs. Burroughs, pour moi, c'est peut-être le plus grand, parce que c'est celui qui emporte le plus. Et comme il a écrit ses textes en 1912, 1913, 1914, moi je me suis toujours dit que c'est incroyable. C'est un précurseur dans tout. Il a imaginé tous les concepts avant tout le monde. Et surtout, c'était un magicien. Il arrivait avec une phrase à vous emporter et à vous faire tenir pendant des bouquins et des bouquins entiers. Et à vous empêcher de dormir parce que chaque fin de chapitre, c'était justement un cliffhanger. Et je crois que c'est lui qui a inventé le concept. Et voilà, peut-être même avant de lire Dune ou de lire en 10 minutes, lisez Burroughs. C'est le vrai sense of wonder, c'est la vraie science fantasy, c'est ce qui éclate le plus. Ça n'a pas pris une ride, c'est fantastique. En tout cas, moi je sais que depuis 30 ans, je le lis, je le relis, je le re-relis. Par exemple, si vous lisez Tarzan, déjà c'est pas moi Tarzan, toi Jen et Cheetah là, comme on voit dans les séries ou dans les films. C'est autre chose, c'est vraiment autre chose. C'est l'aventure incroyable, Tarzan. Et pourquoi je vous parle de Tarzan, c'est que, comme je vous le disais, Farmer s'est inspiré de Burroughs pour plein de ses récits, et notamment pour le cycle dont je vous parle, là, qui s'appelle le cycle d'Opar. Et dans le cycle d'Opar, en fait, il y a deux livres, il y a Adon, fils d'Opar, et Fuite à Opar. Et qu'est-ce que c'est Opar? En fait, Opar, c'est une ville dans Tarzan. Burroughs, quand il nous parle de Tarzan et qui dépeint l'Afrique de la fin du 19e, début 20e, euh, dans cette espèce d'Afrique de fantaisie, il parle d'une cité mythique, l'antique Opar, la ville de l'or et des pans. Et donc ça a frappé Farmer quand il a lu ça. Et avec l'autorisation des ayants droit de l'œuvre de Burroughs, ses descendants quoi, euh, il s'est dit qu'il allait en fait travailler ce concept d'Opar et de faire tout un cycle autour de cette ville d'Opar et de la civilisation qui aurait créé cette ville. Et donc ça a donné Adon, fils de l'antique Opar, et ensuite Fuite à Opar. Et il y avait un livre qu'il avait commencé qui s'appelle La geste de Quasim, et qu'il n'avait jamais terminé, mais qui a été terminé là, un peu après sa mort ou juste avant, et par un certain Christopher Paul Carré. Et là, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que là, JBR, là, alors je savais qu'elle était dispo cette intégrale, mais comme j'avais déjà les poches en vérité d'Opar, je m'étais toujours dit que ça servait à rien d'acheter une intégrale. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait ce texte inachevé. Et chez Mnemos, en fait, comme je vous l'ai dit, souvent ils font des intégrales de grands cycles de la SF. Et j'en avais acheté quelques-uns. Et là, il était en occasion à 22 balles au lieu de 35. Et je me suis dit, bah tiens, je vais l'acheter parce que même si c'est un texte qui a été terminé par quelqu'un d'autre, il a été commencé par Farmer. Et c'est pas mal en fait d'avoir tout au part en un seul bouquin. Et donc j'ai eu envie de vous en parler puisque je viens d'acheter l'intégrale et que je vais sûrement tout relire d'un coup. Et donc voilà, je vous fais un petit podcast de 2 heures du matin dessus. Alors, c'est quoi au part? C'est quoi au part? Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai un petit bug avec mon ordi, je vous avoue. Je sais pas pourquoi j'ai un truc qui est apparu sur mon ordi là en même temps. Je vous raconte tout. Hein. Voilà. Attendez, me voilà, je reviens. Voilà. Et voilà. On est de retour. Il y a eu un petit problème technique, ça arrive. Et donc revenons à Opar. Donc avec cette intégrale de Mnemos. Et parlons du cycle à proprement parler. Donc ça commence avec Adon, fils de l'antique Opar. Donc comme je vous le dis, Farmer, avec l'autorisation des ayants droit de Burroughs, creuse euh, ce thème-là de la ville d'Opar en décidant de remonter longtemps en arrière avec cette civilisation qui aurait créé cette ville. Donc il remonte à 12 000 ans avant. Et à l'époque, et c'est vrai, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté un atlas de l'histoire de l'Afrique, parce qu'en fait, ça m'avait frappé quand j'avais lu Opar il y a longtemps, justement pour la première fois. Il disait qu'en fait,
dans le centre-ouest de l'Afrique, il y avait un immense lac à l'époque préhistorique, qui était presque une mer intérieure. Et en fait, c'est vrai, là j'ai vu en feuilletant l'Atlas que c'était vrai. Donc, pour en revenir à Opar, en prenant justement cette base d'une espèce de mer intérieure africaine, euh, et, il imagine que cette mer intérieure est en son centre coupée par un détroit, et qu'il y a une civilisation de Korkassa qui existe sur les rives de cette mer et qui va se développer euh, euh, par une race venue du Sahara, qui est venue du nord, donc, qui serait donc plutôt une race blanche, mais qui va s'intégrer euh, à une civilisation de race africaine noire, qui est au sud, qui est la Camus Opar, et donc qui va donner une civilisation hybride, mais qui va devenir une civilisation prestigieuse, une civilisation super avancée, une civilisation qui va avoir donc sa propre histoire parallèle euh, dans l'Antiquité africaine, et qui va créer une espèce d'empire africain tout autour de cette mer intérieure. Et donc pendant 12 000 ans, cet empire évolue, euh, explore l'Afrique, ouvre des comptoirs tout autour de cette mer. Et au moment où le premier roman commence, il y a Adon, le personnage principal, qui, suite à quelques péripéties, est obligé de fuir au part. Et donc, comme souvent dans les histoires de farmers, bah, ça va être une épopée à travers cette Afrique euh, de fantasy, quoi, et d'heroic fantasy. Il va rencontrer d'autres parias comme lui. Il va essayer de redorer son honneur, de revenir à Opar. Il va devoir affronter justement ses anciens compatriotes. Il va devoir explorer euh, ce qui est l'Afrique inconnue pour quelqu'un d'Opar et ce qui est une Afrique moins évoluée, parce qu'en réalité, Opar, on va dire, c'est l'Empire romain d'Afrique. Et c'est une civilisation cosmopolite, métisse, euh, développée, raffinée. Mais quand parce que même si c'est pas il y a 12 000 ans, au moment d'Opar, pour nous, c'est quand même peut-être il y a 3 4 000 ans, je sais pas. Donc pour quelqu'un qui vient d'Opar et qui se retrouve dans, entre guillemets, l'Afrique réelle, euh, bah, c'est presque la préhistoire, quoi. Donc il y a déjà un choc culturel. Et c'est ça qui est cool, c'est que il y a ce côté Atlantide africaine, en fait. Ce côté, on est presque des dieux comparés aux autres peuplades d'Afrique, et on doit se faire comprendre d'eux parce que ils sont pas encore arrivés au même degré de civilisation que nous, et en même temps il y a de la magie, il y a de l'aventure, il y a des belles princesses, il y a le Samson Founder de Farmer, quoi. Et donc on suit les péripéties d'Adon pendant tout le premier livre. Et bah, que vous dire d'autre que c'est fantastique en fait. Parce qu'en fait, je sais que je tourne un peu autour du pot et je veux pas trop vous raconter ce qui se passe, parce que c'est le principe, quoi. Si je vous explique vraiment tout ce qui se passe, il y a trop de péripéties, et bah, j'ai pas envie de vous spoiler comme je le dis à chaque fois. Mais ce qui est cool, c'est que comme il s'inspire aussi de Tarzan, sur le fait que, par exemple, je sais que quand on n'a pas lu Tarzan, on croit que Tarzan était élevé par des gorilles. Mais en fait, non. Burroughs, dans, dans son livre, lui, il explique que pourquoi justement Tarzan il n'est pas mort bébé quand ses parents ont échoué en Afrique. C'est qu'en fait, il y avait une espèce de race d'anthropoïdes à mi-chemin entre Sapiens et justement ses ancêtres simiesques euh, qui l'ont élevé. Et donc, ils étaient plus évolués que des gorilles. C'est pour ça que Tarzan a pu survivre et ensuite a pu se développer et quand même grandir. Et ben là, par exemple, avec Adon, c'est un peu pareil. Quand je vous dis que quand il sort d'Opar, il a affaire à des peuplades entre guillemets moins développées. Ok, il y a des gens entre guillemets de la préhistoire, mais il y a aussi genre des néandertaliens, il y a des espèces d'hybrides, il y a des, des branches de l'humanité qu'on n'a pas connues, quoi.
des homos quelque chose. Il y a pas, et il y a toute cette espèce de panthéon africain qu'il invente. Et donc, il y a aussi toute une mythologie et des espèces de dieux qui marchent parmi les hommes. On ne sait pas pourquoi ils sont là. D'ailleurs, ce que je reproche à cette intégrale, c'est que, en fait, ils ont une méconnaissance de l'œuvre de Farmer, Mnemos, parce que ils auraient dû mettre plus que la geste de Quasime. Bon, je l'ai pas lu, mais je pense que ça aurait été plus pertinent de mettre un autre livre qui s'appelle Le Dernier Cadeau du Temps, euh, dans lequel, en fait, il y a une référence à Opar. On va dire, peut-être qu'elle est indirecte, mais pour, pour aller vite, c'est l'histoire d'un voyageur temporel, en fait, qui se retrouve lui vraiment super loin dans le temps, et suite justement à- à son voyage dans le temps, et il acquiert une espèce d'immortalité, et à un moment donné, en fait, il vit en Afrique plusieurs millénaires, et il devient une espèce de dieu pour toutes les peuplades d'Afrique, que ce soit l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale. Il a une relation particulière avec les animaux, il se balade souvent à dos d'éléphant, et lui aussi, au bout d'un moment, il a une espèce d'équipe, il y a une sorcière avec lui, il y a un enfant, et il est considéré un peu comme un dieu dans le monde africain là, d'Opar, là, de cette mer intérieure, et il croise souvent la route d'Adon. Mais quand on lit Adon, fils de l'antique Opar ou Fuite à Opar, en fait on pense que c'est justement une espèce de dieu africain. Mais quand on lit justement le dernier cadeau du temps, on se rend compte que non, en fait, c'est juste un voyageur temporel qui est coincé là, qui est obligé d'attendre en fait le moment où il a commencé son voyage dans le passé pour faire une boucle en fait et revenir à son histoire. Et moi, c'est pour ça que j'avais pas acheté l'intégrale au moment où elle était sortie, parce que j'étais énervé. Je me dis mais ça sert à rien. Ils sont cons, quoi. Ils font des intégrales et ils savent même pas qu'il y a un autre bouquin qui est relié. Puis finalement, bon, je me suis dit je l'achète. Bon, c'est un aparté, mais pour vous dire que si ça vous plaît au part, lisez aussi le dernier cadeau du nom. Même si c'est pas directement lié à Opar. Et donc pour en revenir aux aventures d'Adon, euh, donc en fait c'est ça qui est cool, c'est que c'est sur plusieurs niveaux et que le monde qu'invente Farmer sur une base juste de quelques lignes, c'est ça qui est fort, c'est quelques lignes dans Tarzan où en fait justement Tarzan comme il en a marre parfois de vivre que dans la jungle et dans les villages de ses potes africains, il va à Opar parce que c'est l'Atlantide d'Afrique, quoi, c'est une cité cachée euh, que personne connaît, qui est mythique, mais lui il la connaît parce que c'est Tarzan. Et de temps en temps il va, avant de rencontrer Jen, et euh, il peut avoir des aventures avec la princesse d'Opar, etc., quoi. Mais c'est pas beaucoup dans Tarzan en fait. Il y a les joyaux d'Opar, je crois, ou un truc comme ça. C'est pareil, c'est des vieux souvenirs. Mais en fait, Farmer, il développe toute une civilisation et tout un mythe par rapport à ça, et c'est ça qui est cool. Et ça se voit que c'est la nuit, je suis désolé, je devrais plus travailler les podcasts. Et donc ensuite, il y a le deuxième volume, Fuite à Opar, et qui reprend en fait au moment où le premier volume s'est terminé, et c'est une deuxième aventure d'Adon. Et si vous avez aimé la première, vous aimerez la deuxième. Par contre, je peux pas vous parler de la geste de Quasim, parce que je vais la lire que là. Donc peut-être que je ferai un mini podcast pour en parler, pour voir si ce Christopher Carell il a respecté le travail de Farmer et qu'il a bien écrit la fin. Voilà, que vous dire d'autre. Je peux vous lire un petit résumé de Wikipédia si vous voulez. Sur Opar, hein. Il y a 12 000 ans environ, le centre de l'Afrique est occupé par deux immenses mers intérieures reliées par un détroit. Le climat est de type chaud mais tempéré par la présence des mers. Les rivages sont peuplés d'une population de race blanche venue du Sahara. À l'époque, vaste savane arborée, ça c'est vrai aussi. Pour ceux qui ne savent pas, le Sahara, il y a eu ce qu'on appelle des périodes de Sahara vert, où le climat changeait justement, et parfois tout le Sahara devenait une vaste savane. C'est d'ailleurs pour ça que les sapiens de l'époque ont pu traverser cette frontière naturelle qui était le Sahara, et ont pu ensuite passer hors d'Afrique. Voilà, c'était une petite aparté. Et
Ayant construit de vastes cités formant une sorte d'empire assez lâche, dont la capitale Kokarsa est située sur une grande île de la mer septentrionale, la Kemu. Donc voilà, c'est la civilisation d'Opar. Parmi les autres villes, Opar, la plus méridionale, se trouve à quelques dizaines de kilomètres de la rive sud de la mer méridionale, la Kemu-Opar, au cœur d'une jungle équatoriale, mais doit son importance aux prodigieuses mines d'or, de joyaux et de métaux rares qu'elle contrôle. C'est vrai, j'ai oublié de vous dire ça. Pour tout connaisseur de Tarzan, Opar, c'est la ville des joyaux d'Opar. D'ailleurs, c'est le titre du livre de Tarzan. Faut que j'arrête de faire des podcasts la nuit, les gars. Mais bon, je me rattrape, hein, je vous explique tout. Et c'est elle, et elle seule, le reste de la civilisation ayant disparu dans une terrible catastrophe évoquée à la fin du troisième roman, la geste de Quasim. Bah voilà, alors c'est ça le troisième roman. Que retrouvera Tarzan 12 000 ans plus tard, Tarzan et les joyaux d'Opar. La société est de type matriarcal, les grandes prêtresses ayant la prééminence sur les rois et le pouvoir réel. De même, les déesses l'emportent sur les dieux. On commence à parler des Noirs, qui nomadisent au nord-ouest de la civilisation Kokarsan, mais comptent encore peu à l'époque. Outre les Blancs, les Koklem, la population de l'Empire compte des hybrides, de sapiens et de néandertaliens. Les Klem-Kaba, sauvages mais capables de fournir des mercenaires efficaces quand ils veulent bien obéir. Adon, le héros, 19 ans, quitte sa ville natale, d'Opar, pour participer au grand jeu sur l'île de Kokarsa. Il s'agit d'une compétition qui comprend plusieurs disciplines. Le vainqueur sera le futur époux d'Awinet, la grande prêtresse qui règne sur l'Empire. Les deux autres concurrents volontaires et sélectionnés par sa ville, Opar, sont son ami Taro, mais aussi Ewako, un camarade implacable qui veut gagner. Les dieux sont amadoués tout au long du voyage en pirogue et en bateau afin qu'il se passe sans encombre. Il se dit que l'actuel roi, Minrout, 56 ans, garderait bien le pouvoir plus longtemps, même si c'est en épousant sa fille, la grande prêtresse, qui a succédé à sa femme. Il aimerait aussi renverser la suprématie de la déesse Ko des femmes pour asseoir celle de Résu, le dieu masculin. Les éliminatoires et différentes épreuves des jeux se déroulent. Adon parvient en finale et gagne, mais l'oracle demande que le vainqueur aille à la recherche de Leilila, la femme aux yeux violets. Le dieu Saïndar, fils exilé de la déesse Ko, l'aurait ramené d'au-delà des mers. Il avait confié l'expédition. Alors là, je dis n'importe quoi. Il l'avait confié à l'expédition d'exploration avec sa fille et le nain Paga, avec pour mission de les ramener à Kokarsa, mais ils ont été attaqués par les sauvages et le scribe Inokli est le seul rescapé. Adon embarque donc immédiatement sur une galère, accompagné par le guerrier Taktoku, le barde Kebiwabes, et qui racontera l'épopée, et bien sûr Inokli connaît le chemin. Bon voilà. Je vous ai pas spoilé, je vous ai juste raconté le début. Peut-être que ça vous donne envie, peut-être pas. Non. Bon, que vous dire de plus? Pas grand-chose. Je deviens de plus en plus nul dans les podcasts. Vous n'avez pas l'impression que plus j'en fais, moins je suis bon? J'ai réécouté, là, pour la première fois, j'ai réécouté, parce que j'ai vu que ça faisait 6 mois que j'avais commencé les podcasts, et j'en ai réécouté quelques-uns. Il y a eu un moment où j'avais l'impression d'avoir évolué, mais on va dire les 5-6 derniers, franchement, je me trouve nul. Alors c'est vrai, les 5-6 derniers, je les fais tous à 3 heures du matin sans trop euh, faire de recherche, juste histoire de continuer à en faire. Et je me rends compte qu'en fait, il faut pas que je fasse ça. À un moment donné, j'avais été un peu plus sérieux, et c'est vrai que je vois la différence. Donc je suis désolé, chers auditeurs, mais en même temps, je vois que, par exemple, pour le dernier podcast, il y a eu 4 écoutes, celui d'avant, pareil. Je crois que le seul où il y a eu, il y a eu 9 écoutes pour Miserere, et ensuite, il y en a 14 pour les Celtes et la civilisation celtique. Ah, ça, je suis content, mais bon. Et sinon, après, 22 pour l'histoire commence à s'assumer. Ah, bah c'est cool, parce que je me demandais si quand je faisais des podcasts historiques, en fait, sur des bouquins d'histoire, est-ce que ça plairait ou pas? Bah finalement, ça plaît plus que la fantaisie, hein. Et le problème à 3 corps, 29. Et sinon, bien sûr, celui qui remporte la palme, c'est le Silmarillion avec 115 écoutes, vous vous rendez compte? 115 écoutes. Mais après, comme je connais pas le taux de complétion, je sais jamais si c'est des vraies écoutes ou si c'est juste 5 minutes et puis fuck. Et donc je vous promets que je vais arrêter de faire des podcasts comme ça là, parce que c'est un peu traité par-dessus la jambe et j'aime pas ça. Même si vous êtes que 4 à écouter, bah je vais faire les choses bien. En tout cas, j'espère que je vous aurai donné envie d'écouter, de lire Adon, les fils de l'Anticopar, parce que quand même,
Philippe José Farmer, c'est quand même un très 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 bon écrivain. Je suis pas un très très bon podcasteur à 3 heures du mat, mais lui c'est un très très bon écrivain à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Eh ben merci quand même d'avoir écouté et si ça vous a quand même plu ou donné envie de lire à non, eh ben partagez le podcast et aidez-moi à briser le mur de verre de Podcastland. Hein, chers amis mangeurs de livres. Et sinon, mangez du livre. Ciao.